Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Je m'appelle Elisabeth Obregon, chargée de projets en promotion de la santé chez Cœur ABC. Je suis la modératrice pour toute la durée du webinaire et je serai aussi accompagnée par ma collègue Andréane Tardif pour la période de questions. C'est avec grand plaisir que nous vous présentons aujourd'hui notre webinaire qui s'intitule Apprendre des experts, les maladies du cœur, l'AVC, le déficit cognitif, la santé mentale et le bien-être émotionnel, qui fait partie de la série de webinaires de Cœur ABC pendant la pandémie de la COVID-19 pour les professionnels de la santé et le grand public. J'aimerais d'abord vous mentionner, par reconnaître le territoire sur lequel nous nous rassemblons aujourd'hui, ici à Montréal. Il s'agit du territoire traditionnel non cédé de la nation Mohawk. Ce rassemblement reflète un engagement commun envers l'équité en santé. Avant de vous présenter vos conférenciers, je vais d'abord vous transmettre quelques informations techniques. Tel qu'indiqué dans la diapositive, vous devrez être en mesure d'écouter la présentation avec vos haut-parleurs de votre ordinateur ou joindre par téléphone. Par contre, votre micro sera désactivé. Vous pouvez aussi déplacer l'écran, agrandir l'écran, le réduire à votre guise pour visualiser le webinaire. Et il n'y aura pas de présentation magistrale proprement parlée, mais plutôt la possibilité de poser vos questions tout au long du webinaire. Donc, vous pouvez nous envoyer vos questions par écrit dans la section questions et je poserai par la suite aux conférenciers. Si jamais vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous écrire dans la boîte à droite sur votre écran tout au long de la séance. J'aimerais aussi vous mentionner de vous assurer d'être bien inscrit à la formation via la plateforme GoToWebinar. Ceci nous permet de connaître le nombre de participants, de vous transmettre par la suite le lien pour écouter l'enregistrement, ainsi qu'un court sondage pour vos commentaires et suggestions qui vous donnera accès au certificat de participation. C'est très important pour nous de recevoir votre rétroaction pour nos futurs webinaires. Ce webinaire est présenté grâce à une subvention à l'éducation sans restriction par Servier Canada, Novartis Pharmaceutique Canada Inc. et Roche Diagnostic. Ce webinaire est une activité de transfert de connaissances et de l'application des connaissances pour les professionnels de la santé et aussi un accès à l'information rigoureuse pour le grand public. Nous avons aussi différents produits du savoir comme les balados en anglais seulement, notre site web, les médias sociaux, des articles scientifiques, des campagnes de sensibilisation et d'engagement. Participez à la conversation avec votre réseau via notre compte Twitter à commercial FMCAVC _ science. Pour plus d'informations sur le coronavirus, consultez notre site web à l'adresse cœurabc.ca /la COVID. Nous vous invitons aussi à consulter notre vidéo sur le lavage de mains à une seule main sur la chaîne YouTube. Vous allez également trouver sur notre site web des pratiques optimales pour les professionnels de la santé, des outils et des ressources pour votre pratique, mais aussi en lien avec la COVID-19, comme la trousse d'outils de mise en œuvre en télé-AVC. Allez consulter notre vidéo sur les signes d'urgence et l'importance d'appeler le 911. Agissez vite en présence de signes de crise cardiaque, de l'arrêt cardiaque ou de l'AVC. Même en temps de pandémie, les hôpitaux sont prêts. Ne laissez pas la COVID-19 faucher plus de vies. Nous vous rappelons également que le mois de juin, c'est le mois à la sensibilisation à l'AVC. Allons-y maintenant avec le webinaire. Nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui un webinaire sur la santé cardiovasculaire et psychologique. Les personnes vivent actuellement des variations d'humeur et de la cognition, ainsi que de nombreuses réalités liées aux émotions et au bien-être mental. Dans le cadre de ce webinaire, nos experts fourniront des réponses pratiques sur la COVID-19, ainsi que sur la façon de gérer votre santé cardiovasculaire et ses divers troubles. Il s'agit d'une discussion ouverte permettant aux personnes ayant une expérience vécue de poser directement leurs questions aux experts en santé mentale, cardiologie et neurologie. Nous discuterons avec 4 experts sur la santé cardiovasculaire et le bien-être émotionnel. Elles vous seront présentées à tour de rôle. Merci à nos oratrices d'aujourd'hui qui prennent le temps dans le cadre de leur fonction pour participer à ce webinaire. Donc, le thème à parler aujourd'hui, ça va être de fournir un espace de discussion
où vous pourrez poser vos questions sur la santé mentale, la cardiologie, la neurologie et le bien-être émotionnel en temps de COVID, discuter des stratégies d'adaptation pratiques pour la santé mentale et le bien-être émotionnel, acquérir des compétences pratiques d'autogestion à adopter durant la période de pandémie et partager le point de vue d'une personne ayant une expérience vécue, ainsi que des astuces utiles et des ressources liées à la gestion de la maladie, de la santé mentale et les facteurs de risque en ces temps difficiles. Vous avez donc la possibilité de nous poser directement vos questions. Nous vous invitons à le faire dès maintenant pendant que nous introduisons les conférencières l'une après l'autre. Nous tenons à vous préciser que le contenu et les conseils des conférencières se veulent généraux. Ils ne sont pas destinés à remplacer les conseils d'ordre médicaux que vous recevrez de votre médecin ou professionnel de la santé. Veuillez obtenir toujours l'avis d'un professionnel de la santé compétent en ce qui a trait à toute question spécifique à votre santé. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Andréane Tardif pour introduire chacune des conférencières et modérer la période des questions. Merci, Elisabeth, pour cette belle introduction. Je vais maintenant présenter les 4 panélistes qui vont répondre aux questions de ce webinaire. Chaque conférencier sera invité à prendre la parole de 1 à 2 minutes afin de donner quelques messages clés en contexte de COVID-19 et en lien également avec son expertise. La première conférencière est Caroline Lavallée. Caroline compte parmi les milliers de personnes au Canada ayant vécu une expérience avec la maladie. Après avoir reçu un diagnostic de tachycardie supraventriculaire, une forme d'arythmie, et après que son cœur ait été réparé, elle a décidé de changer les choses. Elle a choisi de mettre ses quelques 20 ans d'expérience en communication et en relations publiques au profit de Cœur et AVC. C'est ainsi que depuis 2012, Caroline est porte-parole et conférencière bénévole pour la Fondation. Elle a également complété 16 triathlons, incluant un Ironman 73 et couru autant de demi-marathons pour amasser les fonds pour Cœur et AVC. Depuis 2015, elle est coprésidente du Comité national pour la santé cardiaque et cérébrale chez les femmes. Pour son engagement soutenu, Cœur et AVC lui a décerné en 2015 le prix Cœur-Argent, Cœur Québec-Argent, et en 2018 le prix Distinction au niveau national. Encore aujourd'hui, Caroline n'hésite pas à prêter main forte à la Fondation lorsque l'occasion se présente. À preuve, elle est avec nous aujourd'hui. À vous la parole, Caroline. Parlez-nous de vous en quelques minutes. C'est tout un défi de faire ça en quelques minutes. Alors, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, merci Andréane. Comme Andréane le mentionnait, oui, j'ai vécu avec la maladie. Par contre, j'ai été très chanceuse parce que mon cœur a été réparé dans les 3 mois qui ont suivi le diagnostic. Oui, ça a été un moment difficile, évidemment sur le plan psychologique, sur le plan émotif, mais aujourd'hui, je m'estime chanceuse. Je fais tout ce que je veux. Autant en termes d'activité générale que d'activité physique, je peux me dépasser dans mon travail et continuer à m'investir auprès de Cœur et AVC parce que je suis très reconnaissante parce que dans le fond, grâce à la recherche qui rend possible Cœur et AVC, grâce à ces programmes, elle permet à des milliers de personnes comme moi de vivre mieux, plus longtemps et en santé et d'être aussi plus zen dans un moment plus difficile comme celui qu'on vit maintenant en période de pandémie. Je me sens plus rassurée. Voilà. Merci, Caroline, pour cette belle introduction. On a hâte de te poser davantage de questions. Donc, notre prochaine conférencière, Dr. Catherine Legault, est médecin clinicienne au Centre universitaire de santé de McGill, au CUSUM. Elle est neurologue spécialisée en neurologie vasculaire et AVC. Après avoir complété une résidence en neurologie à l'Université McGill à Montréal, elle a complété un premier fellowship clinique en neurologie vasculaire à l'Université de Stanford. Suite à ce premier, elle a ensuite fait un second fellowship de recherche encore à Stanford en tant que StrokeNet NIH Fellow. Son travail a principalement porté sur les AVC aigus et la réhabilitation après AVC. Dr. Legault occupe maintenant un poste de professeure assistante au CUSUM. Son travail clinique porte sur les AVC aigus avec un intérêt particulier pour les AVC chez les jeunes et souffrant de maladies inflammatoires. À vous, Dr. Legault, la parole pour introduire vos messages clés, s'il vous plaît.
Premièrement, merci beaucoup de m'avoir avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. Là, je viens de réaliser que j'ai la même chemise que sur la photo que j'ai en bas. Donc, je vous promets, j'ai plus que 2 chemises là, dans mon garde-robe. Écoutez, les choses que je voulais dire en temps de pandémie par rapport aux AVC, la chose la plus importante, c'est qu'on a vu, malgré ce qu'on entendait là, dans les médias, on a vu, je pense à Montréal et à travers au Québec, là, au début, surtout de la pandémie, une diminution dans nos hospitalisations d'AVC, ce qui voulait probablement dire que les gens venaient moins à l'urgence, se présentaient moins avec les AVC aigus, avaient peur de venir à l'urgence. La première chose que je veux dire, c'est rassurer la population que de venir à l'urgence quand on a un AVC aigu, c'est extrêmement important. C'est important de le faire rapidement, de ne pas avoir peur d'appeler le 911. On est très bien équipé pour recevoir les patients avec les AVC. On a des protocoles spécifiques en temps de pandémie, donc il ne faut pas hésiter à venir consulter. Si on a des symptômes à la maison, des symptômes neurologiques, il faut parler à son médecin de famille. Quand on n'est pas sûr si c'est des symptômes aigus, il faut appeler le 911. Donc, je pense que c'est ce que je veux rappeler. En temps de pandémie, c'est sûr que les patients avaient plus peur de venir chez les médecins. On fait du bon travail, je pense, en télémédecine là, depuis le début de la pandémie. Donc, n'hésitez pas là, à aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu là, de COVID et AVC, aussi un petit peu de réhabilitation après AVC. Donc, j'ai bien hâte de répondre aux questions qui étaient, ma foi, très, très intéressantes, les questions qui ont été posées. Merci beaucoup, Dr. Legault, pour cette belle introduction et ces conseils fort pertinents. Notre troisième conférencière maintenant est Dr. Christine Pacheco. Elle est présentement cardiologue à l'hôpital Pierre-Boucher. Après avoir complété ses études médicales, une formation spécialisée en médecine interne, ainsi qu'une surspécialisation en cardiologie adulte à l'Université de Montréal, elle a poursuivi une formation complémentaire en santé cardiovasculaire chez la femme au Barbara Streisand Women's Heart Center à l'Institut de cardiologie de Cedars-Sinai Heart Institute à Los Angeles, en Californie. Sous la supervision de Dr. Noelle Berry-Mers, une pionnière dans le domaine, elle a acquis une vaste expérience clinique et en recherche concernant les maladies cardiovasculaires, atteignant principalement les femmes, incluant la maladie coronarienne microvasculaire, les infarctus sans maladie athérosclérotique obstructive, ainsi que la prise en charge et suivi des complications cardiovasculaires de la grossesse. Elle est l'auteure de plusieurs articles et a présenté dans de nombreux congrès nationaux et internationaux. À vous la parole, Dr. Pacheco, pour introduire vos messages clés. Merci beaucoup pour l'introduction et l'invitation. Je suis très contente d'être ici cet après-midi pour pouvoir discuter avec vous de la COVID-19 et le cœur et les maladies cardiovasculaires. Donc, je pense qu'on vit des temps sans précédent, qu'on soit patient, professionnel de la santé, être humain. On n'a jamais vécu ça depuis longtemps. C'est beaucoup de nouveau pour tout le monde. On sait que la COVID-19, elle peut être plus compliquée chez nos patients qui sont déjà fragilisés à cause de leurs problèmes cardiovasculaires. Mais on se rend compte aussi que la pandémie crée des dommages collatéraux. On a vu comme en neurologie une baisse des consultations en cardiologie à l'hôpital de l'ordre de 40%. Puis c'est pas parce qu'il y a moins d'infarctus, c'est probablement parce que les gens tardent à consulter ou ne consultent pas par peur de venir à l'urgence. Des protocoles stricts sont en place, comme Dr. Legault l'a mentionné, pour prévenir les infections à l'hôpital. Donc, si vous avez des symptômes d'une crise cardiaque, n'hésitez pas à consulter. On voit aussi également qu'il y a eu un délestage de certains examens cardiaques et il y a eu une réorganisation des soins, mais je pense qu'on a pris le contrôle. On a réorganisé nos cliniques pour faire de la télémédecine le plus que possible. C'est que si vous avez une maladie chronique et vous avez un médecin qui vous suit, n'hésitez pas à l'appeler, faire un rendez-vous au moins par téléphone, discuter des choses, puis décider ensemble s'il faut vous rendre à l'hôpital. Puis en cas vraiment de symptômes aigus, de douleur à la poitrine, crise cardiaque, arrêt cardiaque ou AVC, on appelle le 911. Les protocoles sont en place, vous serez en sécurité. Merci beaucoup, Dr. Pacheco, pour cette belle introduction, ces conseils fort pertinents. Maintenant, je vous présente notre quatrième conférencière, Dr. Olivia Regnault, qui est psychologue clinicienne au Centre hospitalier de l'Université de Montréal auprès de patients ayant fait un AVC et de patients atteints d'épilepsie. Elle donne également des formations au personnel hospitalier et travaille en bureau privé. À vous, Dr. Regnault, pour nous introduire vos messages clés.
Merci beaucoup, Andréane. Puis, merci beaucoup de l'invitation. Là, ça me fait bien plaisir. J'y pensais, puis j'avais présenté là, pour Cœur et AVC en avril. Et là, je remarque à travers les professionnels que je soutiens, à travers les patients, que les préoccupations par rapport à la pandémie ont évolué. Hein, je pense qu'on peut dire qu'on n'est plus dans peut-être la phase initiale de choc, de grande peur. Là, j'observe plus, j'entends plus parler d'un phénomène d'usure, d'une certaine fatigue, hein, du fait qu'on voit que malheureusement, bon, ce n'est peut-être pas une durée aussi définie que ce qu'on aurait souhaité. Le déconfinement aussi, qui, je pense, peut donner espoir, mais à un rythme quand même très graduel, encore là avec beaucoup d'incertitudes. Donc moi, je tiens à souligner les défis hein, qui sont constants, qui sont pas évidents actuellement pour notre santé mentale à tous et chacun, surtout si on avait peut-être déjà en effet une santé physique plus fragile. Donc écoutez, je vous encourage à rester attentif à vous-même, à votre santé mentale. Je vous donnerai bien sûr certains conseils là, pour prendre soin de vous, mais mon message, ce serait de rester attentif et puis ça me fera plaisir d'entendre les questions que vous avez. Merci beaucoup, Dr. Regnault, pour cette belle introduction, encore une fois, ces beaux messages clés. Donc, on a vraiment là plusieurs minutes, là, une bonne 25 minutes pour passer à la période de questions. C'est fantastique. Donc, on vous rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions dans la fenêtre de clavardage telle que mentionnée précédemment. Donc, c'est vraiment le cœur de ce webinaire « Apprenez des experts ». Donc, je commence avec la première question. Je vais préciser là, à qui s'adressent les questions pour l'ordre de parole. Donc, la première question s'adresse à Dr. Pacheco et si Dr. Legault, vous souhaitez compléter. Donc, la question est la suivante. Si je ne peux pas voir mon médecin et que je me sens mieux, puis-je prendre la décision de diminuer la dose de mes médicaments? Point d'interrogation. Et quel type de programme gouvernemental suggérez-vous si j'ai perdu ma couverture d'assurance privée après avoir perdu mon emploi? Donc, pour Dr. Pacheco, s'il vous plaît. Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK, parfait. Donc, alors, merci pour cette question. Très bonne question. Donc, en fait, c'est sûr qu'on évite de changer les médicamentations par nous-mêmes, surtout pour les maladies chroniques au niveau cardiaque, parce qu'il y a certains médicaments qui, dans certaines phases, restent très stricts. Il faut les prendre tous les jours, sinon il peut y avoir des complications graves. Je pense par exemple à certains médicaments qui éclaircissent le sang dans certaines conditions cardiaques. Donc, il ne faut pas changer les médications de nous-mêmes. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est faire un rendez-vous par téléphone avec votre professionnel de la santé, votre médecin, votre cardiologue ou votre médecin de famille pour discuter avec eux des changements potentiels, des effets secondaires que vous éprouvez peut-être, puis voir avec eux si ça serait sécuritaire de changer les doses, mais il ne faut jamais faire ça sans un avis médical parce que des fois, il peut y avoir des complications importantes. Pour la deuxième partie de la question, c'était concernant la couverture, c'est ça? Oui, c'est ça, la couverture assurance privée, oui. Faut s'informer au niveau de la couverture qui existe lorsqu'on n'a plus d'employeur pour des considérations de chômage ou si on est sur la prestation d'urgence du gouvernement. Je pense qu'il y a des choses en place, probablement qu'il y a une couverture de la RAMQ temporaire, ou, etc. Fait qu'il faut s'informer auprès de ces organismes-là pour voir qu'est-ce qu'il y en est de la couverture. Lorsqu'on n'a plus d'emploi, généralement, on tombe sur les couvertures provinciales, mais il faut s'informer pour son statut spécifique et son cas spécifique. Parfait. Est-ce que vous souhaitez compléter, Dr. Legault? Je suis tout à fait d'accord avec les points du docteur Pacheco. C'est les médications, on demande aux médecins avant de les changer, surtout dans les contextes de maladies cardiovasculaires. Puis la deuxième chose, en effet, la RAMQ, là, quand on n'a pas de médication privée, le gouvernement va rembourser les médications. Donc, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Là. À moins certaines médications d'exception et de patients d'exception dans certaines situations, la RAMQ va demander aux médecins de remplir des formulaires pour certaines médications, mais dans la plupart des cas, surtout dans les contextes de maladies cardiovasculaires, le gouvernement, la RAMQ, va prendre en charge les patients. Excellent, un grand merci. La prochaine question est pour Caroline Lavallée. Quelle a été ta réaction quand tu as reçu le diagnostic et qu'est-ce qui a été le plus difficile de ton côté?
Je dirais que ma réaction en a été une de surprise, hein, très certainement. On sait qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on ne sait pas exactement ce qui en est. Puis quand on reçoit le diagnostic, ben là, on se rend compte que c'est vrai, que ça devient extrêmement concret. Puis il y avait l'inquiétude aussi de penser, est-ce que je vais devoir prendre des médicaments pour le restant de mes jours? Qu'est-ce qui peut arriver? Quels sont les risques? Quel va être l'impact sur ma vie quotidienne? Est-ce que je vais avoir des limitations? Est-ce qu'il y a des exercices, des choses que je pourrais plus faire? Donc, il y a ça. Toute la question de l'impact sur la qualité de vie. Mais je pense qu'on finit par trouver des trucs. Je pense qu'on se découvre une résilience qu'on ne savait pas qu'on avait. Je vous dirais que c'est plus difficile, même si les symptômes physiques sont très désagréables, hein, des battements cardiaques qui peuvent aller jusqu'à 180-200 battements minutes, c'est assez épeurant quand ça se produit. Mais je vous dirais que pour moi, le plus difficile aura été l'aspect psychologique, l'aspect émotif, parce que dans les 3 mois, comme je le disais tout à l'heure, mon cœur a été réparé, mais cette peur-là, elle est quand même restée pendant un petit bout. Mais aujourd'hui, tout va bien. Parfait, excellent. Merci, Caroline. Ça nous amène aussi à une question qu'on voit en direct là, des participants que j'adresserai davantage à Dr. Regnault, qui concerne un petit peu justement à l'annonce d'un nouveau diagnostic pour toute la famille, là, s'il y a un bouleversement, s'il y a un stress. Comment est-ce qu'on peut gérer cette nouvelle situation-là et s'impliquer en tant que membre de la famille, autant les enfants que le conjoint, la conjointe, en tant que proche aidant? Oui, ben écoute, c'est en effet, c'est une très bonne question parce que on le sait, hein, la maladie n'affecte pas juste le patient, mais souvent tout le système autour. Écoutez, je pense que c'est sûr, la communication là, va être clé aussi à ce moment-là. Mais je dirais aussi le respect des limites, c'est-à-dire c'est pas non plus tous les patients qui souhaitent parler ouvertement de ça à table le soir au souper avec la famille. Hein. Donc je dirais d'être quand même attentif à nos besoins en tant que proche aidant, mais aussi de respecter le rythme du patient, de la personne malade. Aussi, si soi-même on a des interrogations, d'essayer d'aller obtenir des réponses et des fois d'ouvrir le dialogue, d'indiquer qu'on reste présent pour notre proche malade, mais qu'on souhaite aussi respecter son rythme. Je pense que c'est des bonnes approches à adopter. D'accord, merci, Dr. Regnault. La prochaine question serait en premier pour vous encore, Dr. Regnault, et ensuite, si vous voulez compléter, Dr. Pacheco. Donc, quelqu'un qui dit que, donc, je vous cite, la personne dit « j'ai une arythmie », comme mentionné par Caroline. Les facteurs de stress liés à la COVID-19, là, consommation accrue de café, par exemple, ou d'alcool, l'isolement, le stress également, pourrait-il me causer plus de palpitations? Et si oui, est-ce que je devrais ajuster ma médication? Donc, si vous voulez commencer, Dr. Regnault, au niveau plus d'une perspective de psychologue et Dr. Pacheco d'une perspective plus médicale. Oui, bien sûr, mais je peux parler peut-être en effet plus du côté stress et anxiété, là, comme je suis psychologue plus en neurologie qu'en cardio, là, je laisserai Dr. Pacheco compléter, mais écoutez, c'est certain là, que l'anxiété, bon, est reconnue comme ayant aussi des symptômes physiologiques, donc bien sûr de ne pas écarter la composante physique, mais aussi de voir est-ce qu'il pourrait y avoir des éléments stresseurs, des éléments déclencheurs qui font qu'actuellement ça palpite davantage ou je me sens moins bien. D'essayer peut-être à court terme, il ne faut vraiment pas sous-estimer les bonnes vieilles respirations abdominales. Donc, on ne parle pas de... Moi, je montre souvent à mes patients qu'on ne veut pas respirer ici, là, du haut du corps. On veut vraiment essayer d'y aller avec la bedaine qui gonfle, comme on dit. Donc, d'essayer de voir si ce genre de choses déjà nous apaise un petit peu là, au niveau de l'anxiété ou si on a eu des déclencheurs très clairs, là, comme... je sais pas, là, on vient de voir une nouvelle catastrophique à propos de la COVID à la télévision, puis là, tout d'un coup, ça nous active. Donc, moi, c'est ce que je pourrais dire du côté anxiété, puis je laisse Dr. Pacheco compléter. Donc, effectivement, toute cette période en pandémie crée du stress, que ce soit psychique et aussi des stresseurs comme des choses qu'on utilise des fois pour compenser, comme la personne a mentionné dans la question, boire du café, et certaines choses qu'on fait des fois pour gérer notre anxiété ou que finissent par des fois déclencher des symptômes, des arythmies. Il y a des déclencheurs comme ça. Fait que je pense que en suivant aussi les conseils de Dr. Regnault, ce que j'ajouterais, c'est qu'il faut essayer de mitiger, d'essayer de diminuer le plus possible ces stresseurs-là,
des fois, c'est pas possible. On vit tous des stress sans précédent. Faut aussi voir, ça peut déclencher plus les arythmies, le stress psychique. Ça affecte les hommes, mais plus, en fait, les femmes vont être plus affectées par des stresseurs émotionnels et psychiques. Il y a certaines maladies cardiaques chez la femme chez qui ça représente, en fait, un élément déclencheur, le stress émotionnel pour certaines maladies. Donc, faut essayer de minimiser les déclencheurs si on peut, si on a parlé avec les gens autour de nous, discuter, consulter aussi son médecin. J'ajouterais encore que faut pas essayer de modifier la médication toute seule, faut en discuter avec son médecin. Puis c'est des choses qu'on fait par téléphone avec l'advenante de la télémédecine facilement, de discuter un peu des symptômes, voir est-ce qu'il y a un ajustement à faire, une augmentation, une diminution. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut vous aider à gérer du côté médical et du côté stresseur. Si on a quelqu'un à qui parler, un psychologue, un intervenant, ça aussi, ça peut aider du côté psychologique. D'accord. Ben, merci beaucoup, Dr. Pacheco, Dr. Regnault. La prochaine question, je commencerai par Dr. Legault. Et si vous voulez compléter, Dr. Pacheco, au sujet de l'hypertension artérielle. Donc, on dit que l'hypertension artérielle a été mentionnée comme un facteur de risque pour la COVID-19. Si elle est contrôlée, pose-t-elle tout de même un risque? C'est une très bonne question, une question assez complexe en fait, parce que oui, on a remarqué que les patients souffrant de maladies cardiovasculaires étaient plus à risque d'avoir des complications plus sévères de la COVID. C'est une question en fait qui est complexe dans la mesure où on a encore beaucoup de questions par rapport à la COVID, comment ça affecte le corps. L'hypertension, c'est pas tant la personne a des problèmes avec ses chiffres de pression, tu sais, que quand elle prend sa pression, elle est à 110, on lui donne un médicament, la pression est plus basse. Parce que l'hypertension, ça démontre en fait une maladie systémique où les vaisseaux sanguins ont moins tendance à être compliants. Donc c'est une maladie systémique qui démontre que la personne a des facteurs de risque cardiovasculaire. Et c'est pas tant la pression en tant que telle, c'est plus ce contexte-là de maladie cardiovasculaire. Par exemple, on a vu là aussi beaucoup que chez les patients qui souffraient d'obésité, la COVID était plus sévère. Donc, c'est un peu là, dans la même lignée d'idées. Donc, qu'elle soit traitée ou pas, la pression, ce que ça démontre, ça va être que la personne, oui, va possiblement être plus à risque d'avoir des complications de la COVID. Cela étant dit, on parle quand même que dans la grande majorité des cas, la COVID reste une maladie qui peut être les symptômes sont modérés à mild to moderate, là, je m'excuse en anglais, là, mais ce que je dirais, c'est que ça va rester, oui, un facteur de risque, mais je pense qu'on va en apprendre encore plus dans les prochaines publications scientifiques qui vont sortir, parce qu'en ce moment, on n'a pas toute l'idée de la pathophysiologie de la maladie, on a principalement des indications cliniques, puis je pense qu'on va avoir plus d'informations au cours des semaines et des mois là, qui vont suivre. Excellent, merci. Est-ce que vous voulez compléter, Dr. Pacheco? J'ajouterais, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Dr. Legault. En fait, c'est ça, c'est vraiment plus une évidence d'un problème systémique. On pense peut-être que les gens qui ont ces facteurs de risque-là, est-ce qu'ils ont une baisse de l'immunité? On n'a pas encore toutes les réponses. Les publications en lien avec le COVID-19 évoluent à une vitesse éclair. C'est des nouveaux papiers à tous les jours, là, fait que on va avoir plus d'informations au courant des mois prochains. Mais ça reste un facteur de risque d'avoir des complications reliées à la COVID-19, d'avoir de la haute pression comme le diabète, comme d'avoir déjà une maladie cardiovasculaire. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Pacheco. Je me permets de poser encore quelques petites questions à Dr. Legault, comme elle devra nous quitter bientôt. On a une question en direct dans le chat qui concerne la conduite automobile après un AVC. Donc, je vous lis la question. Dans le contexte que le patient juge qu'il est retourné à son état de base post-AVC, est-ce que les patients peuvent reprendre la conduite automobile par eux-mêmes, donc on suppose en contexte COVID-19, avant qu'ils soient réévalués par la réadaptation externe? Les délais pour être revus en réadaptation peuvent être longs en ce moment. Qu'en pensez-vous, Dr. Legault? Encore une fois, une excellente question, une réponse un peu complexe. Les AVC et la conduite, c'est une question que je reçois de tous mes patients là, quand je les renvoie à la maison. C'est sûr que nous, en neurologie, souvent, la plupart du temps, quand on a des questions de conduite, c'est dans deux contextes. C'est dans les contextes d'épilepsie et dans les contextes de troubles cognitifs. Dans ces situations-là, on est extrêmement prudent avec la conduite automobile. Donc, tout patient qui a fait une convulsion va devoir avoir 6 mois là, sans conduite au moins. Donc, seizure free, comme on appelle, pendant 6 mois avant de pouvoir recommencer à conduire. Dans
Dans les AVC, c'est un petit peu différent. Évidemment, là, quand on a un patient qui a un AVC, qui reste avec des troubles d'aphasie, donc de difficultés avec la parole, de faiblesse très sévère, on va demander au patient de ne pas conduire jusqu'à temps qu'il y ait une évaluation faite par un ergothérapeute spécialisé en conduite. Dans une autre situation où un patient a des symptômes plutôt mineurs d'AVC ou revient là, à ce qu'on appellerait son baseline, donc quand les patients reviennent normaux, ce que moi je conseille à mes patients, c'est au moins 3 semaines sans conduite. Donc, c'est le temps un peu que la poussière retombe, qu'on s'assure qu'il n'y a pas de récurrence des AVC. Donc, si un AVC doit se répéter, ça va être au cours des premières semaines après le premier AVC. Donc, on va demander au moins 3 semaines. Je vais vous dire franchement, c'est vraiment du cas par cas quand on parle d'AVC. Ça va dépendre des situations. Je dirais au moins 3 semaines, mais écoutez ce que votre médecin vous dit. Et moi, ma tendance, c'est ça. Je fais 3 semaines. Quand j'ai des patients avec qui j'ai une bonne discussion, on voit qu'il n'y a pas de trouble cognitif suite à l'AVC, pas de trouble physique, moteur suite à l'AVC, je vais probablement leur dire que c'est correct de recommencer à conduire après. Puis j'ai toujours aussi l'avis de mon ergothérapeute à l'hôpital avant de les laisser partir pour conduire. Mais oui, je comprends qu'en ce moment, c'est très difficile d'avoir des rendez-vous en externe avec les ergothérapeutes, puis faire des tests de conduite. Donc, je dirais, on reste prudent, on suit les avis du médecin, mais au moins 3 semaines là, après des symptômes d'AVC, pas de conduite. Excellent, un grand merci. Donc, une prochaine question. Je ne sais pas encore combien de temps vous pouvez rester avec nous, Dr. Legault. Pouvez-vous prendre une prochaine question? Une ou deux prochaines questions? Oui, non, il n'y a pas de problème. Là. Je peux rester. C'est tranquille à l'hôpital en ce moment, donc ça va. OK, excellent. On vous remercie. On sait que pour tout le monde, c'est une période très achalandée. Donc, une prochaine question pour Dr. Legault. Peut-être je vous laisserai commencer. Puis, si vous voulez compléter, Dr. Pacheco. Donc, je vous la lis. Donc, pour certains, les tests préventifs comme les tests du rapport international normalisé, ce qu'on appelle l'IRN ou l'INR, RIN en anglais, sont annulés. Serait-il bon de remplacer la warfarine par un anticoagulant oral? C'est une question, c'est une très bonne question. Je pense que Dr. Pacheco va être plus experte que moi là-dedans, mais ce que je peux vous dire, c'est que de moins en moins, on utilise du Coumadin pour de la fibrillation. En fait, je vais juste remettre un petit peu un contexte clinique là, du Coumadin. Donc, c'est le médicament qu'on va donner pour donner une anticoagulation assez forte aux patients qui, dans la plupart du temps, souffrent de fibrillation auriculaire, mais peut avoir d'autres contextes cliniques dans lesquels on veut anticoaguler les patients. De moins en moins, on donne le Coumadin pour la simple fibrillation auriculaire. On utilise des médicaments qu'on appelle des DOAC là, ou des médicaments, des anticoagulants oraux directs. Je vous dirais que de moins en moins, Dr. Pacheco va pouvoir vous discuter de ça aussi. On donne du Coumadin d'emblée, mais il y a des situations cliniques dans lesquelles on n'a pas le choix de donner du Coumadin. Donc, dans des patients, par exemple, avec des valves anormales, des maladies structurelles au niveau du cœur, chez ces patients-là, on n'a pas le choix, malheureusement, de continuer avec le Coumadin. Il faut rester très strict avec l'INR. Heureusement, de plus en plus, il y a des pharmacies maintenant qui sont capables de s'occuper des INR, donc ça rend la chose beaucoup plus simple et plus facile pour les patients. Donc, c'est ce que je dirais par rapport à ça. Je dirais d'être prudent avec son INR, de peut-être s'informer à sa pharmacie locale, voir s'ils sont capables de s'en occuper, puis de discuter avec votre médecin si vous êtes sur de la warfarine, si c'est vraiment indiqué, parce qu'il y a possiblement une alternative un peu plus simple. Mais je vais laisser Dr. Pacheco. Merci, Dr. Legault. Fait que, en fait, c'est ça. Le Coumadin, on l'utilise de moins en moins. Dans les 5 dernières années, on a vraiment fait un virage vers les anticoagulants directs lorsque on peut. On réserve le Coumadin à des situations où ces médicaments-là, les anticoagulants directs, ne fonctionnent pas. Comme quand on a une valve en métal, s'il n'y a pas de négociation, c'est le Coumadin qu'il faut parce que sinon, la valve peut avoir des caillots là, puis mal fonctionner. Certaines autres conditions, quand on a des reins qui fonctionnent moins bien, à ce moment-là, le Coumadin devient la seule option. Fait que je pense que faut en discuter avec le médecin, jamais changer les médicaments, surtout pas celui-là. C'est très important si on est sous le Coumadin de le continuer jusqu'à temps qu'on ait un avis médical qui nous dise que possiblement qu'on pourrait changer pour un anticoagulant direct. Si on fait vérifier notre Coumadin à la pharmacie, c'est déjà une étape de moins à faire de ne pas aller nécessairement jusqu'à l'hôpital. Fait que si on peut changer notre vérification de Coumadin par la pharmacie, ça, c'est une option. L'autre option, je sais que dans mon hôpital, par exemple, maintenant, les personnes font leur prise de sang, ils s'en vont, puis on fait un appel téléphonique pour faire le suivi du résultat et ajuster la dose de Coumadin si nécessaire. Donc, informez-vous auprès de votre professionnel qui suit
le Coumadin. Et il y a certainement des cas où on pourrait potentiellement changer vers les anticoagulants directs, mais il faut vraiment que ça soit fait sous avis médical spécifique à votre condition. Excellent, un grand merci. Donc, on a une autre question en direct dans le chat. Peut-être que ce serait plus Docteur Legault encore une fois, puis après ça, je vais passer plus aux autres conférenciers. Comment expliquer la diminution du nombre de cas d'AVC en temps de pandémie? Vous l'avez abordé rapidement au début dans vos messages clés. Est-ce qu'il y a vraiment moins de cas d'AVC en ce moment? En ce moment, ça va être difficile à dire plus spécifiquement parce qu'en fait, moi, je travaille à Montréal. Là, je travaille dans un des deux centres tertiaires d'AVC, donc il y a le CHUM et le CUSUM, où est-ce qu'on fait des thrombectomies, c'est-à-dire des opérations là, aiguës pour les AVC. C'est un petit peu difficile de donner une idée claire parce qu'il y a beaucoup de centres secondaires d'AVC, comme à l'hôpital Juif, à Sacré-Cœur, à Maisonneuve-Rosemont, qui ont été obligés de fermer temporairement. Donc, de notre côté, nous, on a vu une augmentation du nombre d'AVC, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers le Québec, là, quand on parle aux neurologues, à travers le Québec, principalement au début de la pandémie, il y avait clairement une diminution de la quantité de gens qui venaient à l'urgence. Je ne dirais pas qu'il y a une diminution des AVC, il y a une diminution des présentations d'AVC à l'urgence, probablement parce que des patients qui sont restés à la maison avec des ICT ou des symptômes mineurs d'AVC. Et c'est ça qu'on croit. Et notre peur, en fait, c'est que ces patients-là qui sont restés à la maison, qui n'ont pas été investigués, puis qui ont peut-être eu des symptômes mineurs, auraient besoin d'investigation et là, vont peut-être se présenter plus tard avec des AVC plus sévères. C'est un peu ça qu'on a vu. Je pense que c'est la même chose qui a été vue en cardiologie là, avec les patients qui souffraient de douleurs à la poitrine qui ne sont pas venus, finalement, qui avaient fait des infarctus. Donc, c'est un peu ça qu'on voit. Encore une fois, il va falloir laisser la poussière retomber, regarder nos chiffres qui sont arrivés pendant la pandémie. Mais je peux vous dire que oui, au début, surtout au début, là, quand on parlait de la fin du mois de mars, début avril, il y avait clairement là, moins de patients dans les urgences du Québec. Là. Ça, c'était en neurologie, en cardiologie, mais vraiment à la grandeur là, des urgences. Là. Excellent, merci. Je passerai à Dr Pacheco pour la prochaine question. Donc, est-il recommandé d'utiliser un moniteur à domicile pour la fibrillation auriculaire? Donc, il existe certains moniteurs qu'on peut coller sur notre téléphone. Je pense, entre autres, à un moniteur qu'on a un petit moniteur, on met nos doigts, puis ça génère un tracé de CG pour voir si on a des arythmies. Je pense que quand les gens ont des symptômes qui sont peu fréquents, qui arrivent une fois par mois, 2 fois par mois, qu'on n'attraperait pas nécessairement sur un moniteur de l'hôpital, comme un Holter. Là, ça, c'est un moniteur que l'hôpital vous fournit pendant 24 heures, qui fait un enregistrement un petit peu plus officiel. Ces moniteurs-là peuvent nous guider. La chose, c'est que certains de ces moniteurs-là, ils vont avoir une interprétation de la machine qui n'est pas tout à fait convenable. Des fois, ça trompe, ça dit irrégulier, puis finalement, c'est pas de la fibrillation auriculaire. Fait qu'il faut toujours vérifier ce tracé-là avec votre médecin. Donc, si vous avez ces moniteurs-là, vous pouvez, quand vous avez des symptômes, essayer d'avoir un enregistrement, puis reviser le tout avec votre médecin avant de dire que c'est vraiment une arythmie ou pas, parce que des fois, les algorithmes qui décident un diagnostic dans le téléphone sont pas tout à fait vrais. Fait qu'il faut vraiment que vous fassiez vérifier le tracé, mais ça peut être une façon. On le recommande chez certains patients qui ont des symptômes peu fréquents afin de faire le diagnostic parce que quand on n'a pas de tracé, quand le patient nous décrit des palpitations, c'est difficile de faire le diagnostic jusqu'à temps qu'on ait un tracé vraiment en même temps que les symptômes pour pouvoir dire « Ah oui, c'est une arythmie » ou « Non, ce n'est pas ». Excellent, merci. Donc, je reviens vers vous, Dr Regnault, Caroline, pour quelques prochaines questions. Donc, on a une question au niveau, tout à l'heure, on a parlé de la télémédecine, les rendez-vous à domicile et tout ça. Certaines personnes sont très nerveuses de vivre un rendez-vous en télémédecine. Elles sont parfois nerveuses au niveau de la confidentialité de ces rencontres. Pourriez-vous commenter à ce sujet-là? Peut-être je laisserai Dr Regnault commencer. Et Caroline, si c'est possible de nous commenter au niveau de votre expérience des rendez-vous en télémédecine, des suivis médicaux à ce niveau-là. Donc, Dr Regnault, à vous. Oui, merci. Ben oui, écoutez, je pense que c'est très légitime d'avoir certaines craintes, surtout qu'on ne va pas se le cacher, on a été littéralement bousculés vers ça à la mi-mars à cause de la pandémie. Puis nous-mêmes, les professionnels, on a eu à s'ajuster. Je pense que c'est important de voir aussi c'est quoi que vous craignez plus spécifiquement? Est-ce que, bon, donc, par rapport à la confidentialité, par rapport peut-être à vous aussi, le fait d'être interrompu, parce que c'est sûr que c'est pas la même démarche que de pouvoir vous déplacer puis avoir votre temps peut-être seul à l'hôpital avec votre médecin. Mais moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, plus par rapport à la téléthérapie, j'ai même suivi une formation par rapport à ça. Puis,
on s'assure aussi qu'au niveau, je ne peux pas parler pour chaque logiciel spécifique, mais je sais que même au CHUM, on est équipé d'un logiciel où les normes de confidentialité, évidemment, sont très rigoureuses. Puis, c'est ça, je vous encouragerais plus à en parler aussi à votre professionnel, parce que c'est vrai que malheureusement, on voudrait pas, comme on disait, là, que vous manquiez d'occasion de parler de choses importantes à votre professionnel de la santé parce que la téléthérapie vous freine. Donc, je peux peut-être passer la parole à Madame Lavallée. De mon côté, j'ai jamais vraiment vécu l'expérience d'une consultation médicale en télémédecine, sauf que tout à l'heure, Dr. Pacheco parlait de l'appareil qu'on nous prête pendant 24 heures, le Holter qu'on porte sur soi. J'ai par contre eu un appareil, je crois que ça s'appelait le King of Hearts, qu'on porte et chaque fois qu'on croit avoir un épisode d'arythmie, on le porte sur son cœur, ça enregistre les battements ou l'arythmie et ensuite on doit transmettre cette information-là en collant l'appareil sur un téléphone. On a un numéro où on appelle. Donc là, on ne sait pas trop où se retrouve l'information. Donc, je dirais que moi, c'est l'expérience la plus proche que j'ai eue avec, si je peux appeler ça, de la télémédecine. Pour ma part, j'étais parfaitement en confiance avec ce principe-là. Et si j'avais à vivre une consultation aujourd'hui en télémédecine, d'une certaine façon, non, il n'y a pas le contact humain, il n'y a pas le contact en personne, mais en même temps, je trouve rassurant l'idée que je pourrais avoir accès rapidement à un professionnel de la santé grâce à la technologie et que dans un autre cas, s'il n'y avait pas ça, ben peut-être que je pourrais pas rencontrer ce professionnel-là en période exceptionnelle comme celle qu'on vit. Excellent, merci Caroline. La prochaine question encore pour Dr. Regnault. Donc, dans le chat, on nous demande comment faire pour garder une bonne santé mentale dans le contexte actuel au niveau des médias où les messages peuvent être contradictoires. Donc, plein d'informations des fois là, qui se contredisent les unes et les autres. Comment faire pour rester sain dans tout ça? C'est une bonne question. En fait, ma réponse serait déjà que c'est un gros défi. Donc, de ne pas s'exiger non plus, je dirais, d'être parfait. Là. Puis au contraire, en tout cas, moi, je l'observe même au niveau temporel, là, qu'il y a il y a des variations dans nos humeurs. Moi, j'aime dire des fois qu'on tous et chacun, on frappe un mur, que ce soit des fois, oh, on réalise telle chose, ou oh, tout d'un coup, peut-être que je vais devoir passer à la télésanté, ou le déconfinement ne sera pas aussi vite que je voulais. Donc, c'est vraiment, puis je ne le répéterai pas assez, c'est un gros défi pour notre santé mentale, pour notre adaptation. Tantôt, Mme Lavallée parlait de résilience. Je pense que là aussi, on est dans une épreuve tellement hors du commun qu'on fait notre gros possible, comme je dis souvent aux patients. On n'hésite pas aussi, vous n'êtes pas seul responsable de votre santé mentale, dans le sens où si vous voyez que c'est trop pour vous, que ça devient difficile, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Il y a tout plein de ressources. Moi-même, je suis sur une ligne téléphonique depuis mars pour de soutien aux employés du CHUM. Donc, les ressources se déploient aussi. Donc, ce serait ça mon message. Après, c'est sûr, les choses de base, faites attention quand même à la consommation de médias. Moi-même, je l'ai remarqué, là, je veux dire, au début, ça saturait notre réseau Facebook, nos télévisions, encore aujourd'hui, mais il ne faut pas sous-estimer le fait que la surexposition, je pense, ça peut vraiment être un facteur important d'anxiété. Donc, il y en a qui parlent de cure, de diète, pardon, des médias. Je vous encourage des fois à faire des petites diètes pour votre santé mentale. Excellent, merci. Une question qu'on a aussi en direct pour Dr. Legault. Je vois que vous êtes toujours là, donc j'en profite. Suite à votre commentaire de tout à l'heure pour les hospitalisations, donc on nous demande s'il y a une baisse de visites à l'hôpital, les hôpitaux, pardon, dans les hôpitaux, croyez-vous que nous devrons faire face à des patients qui auront besoin de plus de réadaptation ou de séquelles?
C'est une excellente question. Je pense que c'est un peu tous notre peur, en fait, c'est que ces patients-là qui sont pas venus pendant les 2 mois de la pandémie vont se ramasser dans des situations plus difficiles. C'est sûr que moi, mon expérience en ce moment, c'est vraiment juste mon expérience personnelle ou celle de mes collègues. Puis oui, on voit des situations cliniques là, où des patients qui ont attendu de venir à l'urgence, puis là, qui se ramassent dans des situations un peu difficiles, personnelles, médicales, sociales particulières. Donc, est-ce qu'il va y avoir besoin de plus de réhabilitation? Est-ce qu'on va avoir besoin de plus de services? C'est sûr que aussi, il faut comme considérer aussi à tout le niveau de la santé, c'est que pendant le temps de la réhabilitation, les hôpitaux de réhabilitation, ils ont fait beaucoup moins d'externes. Fait que là, il y a beaucoup de demandes. Après ça, il y a beaucoup de demandes en radiologie, par exemple, parce que pendant des mois, on a fait juste le strict minimum en radiologie, donc tous les patients qui attendaient des suivis en externe. Donc, c'est sûr qu'on a un gros défi à relever là, dans le système de la santé. Ça a été une chose de survivre dans la pandémie, mais c'est sûr que ça a créé aussi un petit bouchon, là, un gros bouchon, en fait, là, qui va prendre probablement plusieurs mois, voire des années là, à pouvoir défaire. C'est une question qui est très complexe. Pour ce qui est de ma pratique avec les AVC, c'est sûr qu'on a continué à voir nos patients en télémédecine. On a essayé de prendre soin du plus de patients possible, d'adresser toutes les questions, mais je suis pas mal sûre qu'il y a des patients qui vont avoir eu qui sont dans des situations plus difficiles que s'il n'y avait pas eu la pandémie. Donc, on va suivre tout ça de très près. Puis, je ne sais pas, Dr Pacheco, si c'est votre expérience aussi, mais maintenant, par exemple, des tests que je pouvais faire en radiologie, commander des tests, maintenant, c'est beaucoup plus difficile à faire. Puis, il faut vraiment pousser plus pour que les tests soient faits rapidement. Donc, c'est sûr que ça met un poids de plus là, pour les professionnels de la santé, mais on travaille fort. Puis, c'est sûr que pour nous, la crise, elle n'est pas terminée, là, même s'il y a du déconfinement à l'extérieur. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Dr. Legault. Il y a vraiment eu une période où on s'est préparé à l'hôpital pour recevoir les patients de la pandémie. Et pour ce faire et pour limiter les visites à l'hôpital de nos patients les plus vulnérables, ceux qui ont des maladies cardiaques, neurologiques, on a fait du délestage. On a laissé de côté des examens qu'on a jugés. On a fait des priorisations. On a dit non, cet examen-là, il faut vraiment le passer. On va faire les précautions. Le patient doit venir faire l'examen. Mais pour les examens qui étaient moins urgents, maintenant, il y a une liste d'attente qui s'est accumulée. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des délais dans les diagnostics et les traitements de ces gens-là qui ont eu un délestage de leurs examens parce qu'on se préparait à la pandémie. Je pense qu'on reprend tranquillement le rythme. Dans mon centre, on a repris à peu près 70% des examens. C'est juste qu'il faut aussi respecter la distanciation sociale à l'intérieur de la clinique. Il ne faut pas avoir trop de patients en même temps. Donc, ça complique un peu la reprise des activités comme avant. Je pense que ça, c'est une première chose. Fait qu'il y a eu un délestage, puis probablement un délai dans le diagnostic chez des patients. Fait qu'on essaie de reprendre ça. L'autre chose, c'est que oui, comme en neurologie, quand on a un problème cardiaque, spécifiquement un infarctus, les premières heures de le diagnostic, en fait, font toute la différence. Nos traitements, ils agissent mieux dans les premières heures des symptômes. Quand on attend trop longtemps, on vient à l'hôpital plusieurs heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures après le début de nos symptômes. Souvent, les dommages sont déjà faits, puis il y a une partie de ces dommages-là qui sont irréversibles. Fait que oui, on a une baisse des consultations, probablement pas parce qu'il y a eu une baisse des infarctus, mais parce que malheureusement, les gens ont tardé à consulter par peur. Et on a vu plus d'infarctus compliqués, c'est-à-dire des complications qu'on voyait avant, là, il y a 10, 15 ans, lorsqu'on n'avait pas tous les traitements qu'on a aujourd'hui. Et ces gens-là, ils vont avoir des maladies chroniques comme l'insuffisance cardiaque au long cours. Fait que probablement qu'il va y avoir une augmentation de ces gens-là parce que malheureusement, en contexte de pandémie, on a une baisse des consultations, une baisse de nos examens. Fait que, mais on est là pour prendre la relève puis prendre soin de ces patients-là. Puis surtout de sensibiliser la population n'hésitez pas vraiment à consulter parce que ça peut faire toute la différence si on consulte tôt dans notre maladie. Excellent, oui, en effet. On manque de temps, malheureusement. On a tellement de questions qui arrivent dans le chat. Il faudrait faire un deuxième webinaire. Je vais en poser 2 dernières questions. J'essaie de poser des questions à tout le monde. Donc, si vous pouvez donner des réponses très, très courtes. Une question qui revient souvent au niveau de la confusion de la population, c'est pour le fameux port du masque. Donc, je vais m'adresser à Dr Pacheco en premier et Caroline, si vous pouvez aussi nous parler de votre expérience. Donc, la question est la suivante. Pour les personnes qui vivent avec une maladie du cœur, est-il recommandé de porter un masque pour les sorties essentielles comme la sortie à l'épicerie, dans les rendez-vous médicaux, etc.? Et vous, Caroline, est-ce que vous portez un masque quand vous sortez à l'extérieur de la maison? Donc, on commence par Dr Pacheco.
Oui, donc je ne suis pas experte en santé publique, donc ça c'est mon premier disclaimer, mais en lisant un peu tout ce qui a été dit sur le masque, on a eu de la confusion au début, est-ce qu'on doit le porter, est-ce qu'on ne doit pas le porter? Moi, je pense que le message principal est que le masque, en fait, il protège les autres. Plus qu'il vous protège à vous. Donc, si on porte un masque, on le fait un peu par courtoisie pour protéger les autres parce que on sait qu'avec cette maladie-là, contrairement à d'autres maladies virales, c'est qu'on peut être contagieux avant d'avoir des symptômes. Puis ça, de porter un masque lorsqu'on est contagieux puis on le sait pas, ben ça peut faire la différence de ne pas le transmettre à des gens qu'on va croiser à l'épicerie. Quand on porte le masque, il faut le faire de la bonne façon. Fait qu'il ne faut pas comme toucher le masque, le mettre en dessous de notre visage, le mettre à côté. Ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien de pas couvrir son nez avec le masque. On ne portez pas le masque si on décide de le porter à moitié. Puis il faut pas toucher son visage, faut pas toucher ses yeux. Faut faire les mêmes consignes que si on portait pas un masque. Donc, pas se toucher les yeux, pas se toucher le nez, laver les mains. Toutes les consignes qui ont été dites dans la santé publique. Moi, je pense que le masque est un outil additionnel, puis je recommanderais à mes patients de le porter, surtout pour protéger les autres. Mais oui, ça constitue une barrière, même si ça ne nous protège pas plus, mais il faut garder toutes les autres consignes en tête. Pour ma part, ben, je suis tout à fait d'accord avec Dr Pacheco et pour ma part, je vois les consignes de santé publique, les consignes de base, comme une façon de protéger les autres et de me protéger aussi moi-même. Je parle du lavage de mains, de la distanciation physique, de respecter les directives aussi relatives au rassemblement. En ce qui a trait au masque, oui, j'en porte un quand je sors, mais je ne le porte pas pour me protéger moi, mais bien pour protéger les autres. Et je dois vous faire un aveu, j'ai un petit côté coquet et j'ai réussi à choisir mon propre design. Alors moi, ça m'a encouragée à porter le masque pour protéger les autres parce que je trouvais ça, un, inconfortable et deux, pas très joli. Alors là, ça m'encourage à le porter pour protéger les autres. Très, on a le docteur Pacheco. Un design qu'on aime. Ça nous encourage. Ça met un peu de lumière dans notre journée. Excellent. Merci pour ces témoignages. Donc, dernière question, je vais m'adresser à Dr. Regnault. Si jamais vous voulez compléter, Caroline, en un petit 10 secondes, au niveau de l'anxiété. Donc, Dr. Regnault, la question est la suivante. L'anxiété est fréquente après un choc de santé et le temps entre les rendez-vous est particulièrement difficile en ce moment avec la COVID-19. Maintenant, les rendez-vous sont parfois repoussés. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui ont un nouveau diagnostic pour être moins anxieux ou pour mieux gérer la situation? Oui, ben, malheureusement, en effet, ça c'est une réalité, là, comme on le disait, le bouchon qui se forme et puis les choses qui vont peut-être débouler plus dans le futur. Un élément, ce serait plus de se dire qu'en fait, bon, les professionnels de la santé savent ce qu'ils font aussi, hein, donc même si vous, je comprends, surtout quand le diagnostic est très récent, je le vois chez mes patients, on se sent fragilisé. Et là, on peut même avoir l'impression d'être abandonné ou de se dire, ben, c'est qui va s'occuper de moi? Mais c'est certain hein, que si on vous a déplacé le rendez-vous, c'est aussi, comme on disait, parce qu'on a fait un exercice consciencieux de priorisation, puis de, évidemment, pas mettre votre santé en danger. Par contre, écoutez, je vous encouragerais aussi, si vous voyez que malgré les rationalisations que vous essayez de vous donner, les pensées plus rassurantes, ça fonctionne pas, ben, d'en parler aussi à votre équipe, puis de pas rester non plus coincé avec une impression que on s'occupera plus de vous. Là. Tout à fait d'accord avec vous, Dr. Regnault, et j'ajouterais, et là je parle de mon expérience, ce qui peut être rassurant aussi, et c'est selon les limites de chacun, c'est de ne pas savoir ce qui nous arrive. Hein? Donc l'inconnu fait très très peur, et ce que je trouve rassurant, c'est d'avoir accès à d'autres personnes qui vivent sensiblement la même chose que nous. Je pense notamment à la communauté de survivants de cœur et AVC sur Facebook. C'est une belle plateforme où on peut aller échanger si on a besoin de parler, parce que on peut pas avoir un rendez-vous plus rapidement, mais on peut avoir besoin de se confier puis d'être écouté. Ça peut être une façon de réduire son anxiété. Excellent. Un grand merci, Caroline. Merci à tous les conférenciers là, pour avoir répondu aux questions. C'est toujours difficile hein, de couper, de trouver comment faire pour répondre à toutes ces questions. Elles sont nombreuses, mais je pense que ça l'éclaire et vous avez très bien vulgarisé là, le message. Donc, je vais maintenant passer la parole à Elisabeth Obregon pour la fin du webinaire.
Merci. Merci. Elisabeth, je pense que tu es sur silencieux. Je m'excuse. Merci. Merci encore une fois, Andréane, et un grand merci à nos conférencières d'avoir pris le temps de répondre à vos questions et d'explorer des stratégies de prise en charge pour améliorer la santé cardiovasculaire et le bien-être émotionnel dans le contexte actuel. Nous vous invitons aussi, merci Caroline d'avoir fait un petit préambule de nos communautés en ligne. On a deux communautés en ligne pour soutenir les survivants d'une maladie du cœur de l'AVC ou pour les aidants naturels. Donc, elles sont sur Facebook, elles sont bilingues, elles offrent un environnement respectueux et sûr où les participants ou les membres peuvent trouver des soutiens émotionnels et sociaux ainsi que des conseils d'autres membres qui vivent la maladie. Voilà. Est-ce que nous avons perdu Elisabeth? Est-ce que vous m'entendez? Je suis là. OK. Vous m'avez perdu. Oh, OK, je m'excuse à nouveau. Donc, je parlais de ce temps virtuel dans le but d'assurer la santé et la sécurité des familles. Ce temps en cœur devient 100% en ligne pour que les participants puissent participer de la maison en toute sécurité. Nous voulons rassembler cette année 5 000 enfants qui en aident d'autres en participant à la toute première activité, ce temps virtuel, le 19 juin à 14 h, heure de l'Est. Donc, j'aimerais terminer pour vous mentionner de vous assurer d'être bien inscrit à la formation via la plateforme GoToWebinar, telle qu'est mentionnée au début de la présentation, afin de recevoir le questionnaire d'évaluation qui vous donnera accès à votre certificat de participation et aussi le lien pour écouter l'enregistrement. Merci à tous et à nos conférencières pour cette belle présentation et restez à l'affût de nos prochains webinaires qui seront tenus très régulièrement. Prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver bientôt.